Bonjour à tous, c'est Arthur ce matin qui vous présente justement cette nouvelle Malte Academy. Enchanté, je suppose que j'en connais déjà certains d'entre vous, je vois dans les noms des participants. Bienvenue, ce matin je suis avec Amaury. Salut Amaury. Bonjour. On va donc discuter Google Ads, pilotage automatique. Merci à tous d'être là. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez? N'hésitez pas à nous envoyer un petit message dans le chat. Laura, oui. Ok, parfait. Bon, ça a l'air de fonctionner. Comme d'habitude, la plateforme Alta Academy, elle reste ouverte. On poste, nous, des différents sujets au fur et à mesure. Merci infiniment à Maury de participer et donc d'organiser Problème. celle-ci. Je pense que ça doit être la troisième sur Google Ads. C'est top parce que là, on va aborder un sujet complètement différent. N'hésitez pas à nous poser quelques questions. On essaiera de les prendre de temps en temps ponctuellement, donc au cours de la présentation. Et puis on vous partagera aussi donc le support en fin de webinaire directement dans le chat, également par mail. N'hésitez pas aussi à me faire signe si jamais vous avez un souci de connexion ou autre, et on verra ce qu'on peut faire. C'est tout pour moi, Maurice. Je te laisse la main pour commencer, si tu veux te présenter. Je vais couper ma caméra, mais je reste dispo si besoin. Ok, merci beaucoup. Donc, on va commencer la présentation. Donc, le titre du webinaire, c'est tirer parti du pilotage automatique de Google Ads. Alors, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur un point précis qui est l'automatisation dans Google Ads. Pourquoi? Parce que récemment, elle a pris une part assez importante dans la gestion des campagnes. Alors, je tiens à vous dire de suite que c'est pas un tutoriel. On va pas voir chaque paramètre, comment installer des fonctionnalités d'automatisation. On va voir quelques réglages, mais l'idée, c'est beaucoup plus de prendre un recul par rapport à ce qu'est l'automatisation dans Google Ads, comment elle est née. Bon, on peut tracer les débuts à peu près pendant la période 2004-2005. À l'époque où Google Ads a ouvert son API. Mais voilà, on va pas, c'est pas un tutoriel, c'est vraiment, on prend du recul et puis on voit comment l'automatisation fait maintenant partie de Google Ads et comment elle peut nous aider à mieux gérer les campagnes, que ce soit d'ailleurs des gros comptes ou des petits comptes. Voilà, donc je vais me présenter, je m'appelle Amaury Guénan, donc ça fait 12 ans que j'habite en Allemagne. Cette présentation était à l'origine en anglais. Je l'ai traduite en français, donc il y a certains mots, j'espère que c'est bien traduit. Si c'est pas le cas, vous pouvez me le dire. Voilà, donc je travaille en tant que performance marketing manager chez Shore. Donc on est un outil de réservation basé à Munich, en Allemagne. On est un petit peu les Doctolib pour les coiffeurs, on peut nous appeler comme ça. Je suis aussi freelance sur Malte, donc après mon travail, et je participe aussi je fais partie aussi de webassos.org, donc je propose des formations sur Google Ads Grants pour aider les organisations à piloter leur campagne Google Ads Grants. Voilà. Alors, l'introduction. On va essayer de voir une définition de ce qu'est l'automatisation dans Google Ads, parce que c'est pas forcément clair. On va voir les débuts de l'automatisation dans Google Ads. Donc, moi, je situe cette période à peu près autour de 2004-2005. Donc, c'est intéressant parce que c'est le moment aussi où je travaillais chez Google. Donc, c'était un peu tous les débuts du bureau parisien de Google. On était une dizaine quand je suis arrivé. Et voilà, donc c'est vraiment le moment où ça va commencer. Après, on va voir pourquoi l'automatisation. Donc, on va voir les atouts. En quoi c'est vraiment utile maintenant d'avoir des campagnes qui sont automatisées. Alors, c'est pas ouvert à tout le monde. Vous devez avoir certains prérequis. Ça, on va les voir en détail. Après, on va voir une business case, donc vraiment un exemple client avec l'un de mes clients.
Donc, je ne vais pas donner trop de détails, évidemment, parce que tout ça, c'est confidentiel. Donc, on va avoir une campagne d'ISA, qui est une campagne qui est complètement automatisée, par rapport à une campagne mots-clés, où on va dire c'est semi-automatisé, parce qu'il y a quand même du smart bidding qui est derrière, donc de la tarification intelligente, et aussi des annonces responsives. Donc, c'est semi-automatisé par rapport à une campagne d'ISA qui est complètement automatisée. Et on va voir les résultats, voir en fait quels sont les résultats de l'une par rapport à l'autre. Bon, puis après, on aura de la place pour les questions. En ce qui concerne les questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Je pense que je vais dire pas mal de choses. J'ai prévu à peu près 1 heure. Mais si vous avez des questions précises, donc pas que générales, hein, aussi par rapport à la gestion de votre campagne, sur les stratégies en place, etc. Moi, j'ai beaucoup d'expérience par rapport à tout ce qui est CPA bidding, un peu moins par rapport à ROAS, donc qui concerne surtout les campagnes shopping. Mais bon, si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas. Voilà, donc l'introduction. Alors déjà, je voudrais donner une définition de Google. Donc, cette définition, c'est la définition en français. C'est vrai que la définition en anglais est un peu plus parlante, mais la définition en français, on va la lire. Donc, c'est celle que vous pouvez voir sur le support de Google, hein. Donc, comment ça marche l'automatisation? Donc, l'automatisation, ce sont les solutions Google Ads, stratégie d'enchères intelligente, donc ce qu'on appelle smart bidding, et création intelligente, qui analyse des millions de signaux en temps réel et grâce au machine learning, donc apprentissage automatique, diffuse le bon message au bon client au moment qui compte. Donc, je pense que vous avez compris l'idée derrière, c'est que le parcours utilisateur aujourd'hui est devenu tellement complexe. C'est-à-dire que si on reste juste dans l'univers Google, vous avez la partie Google Ads, vous avez les annonces YouTube, vous avez Gmail, vous avez les local business ads. Donc tout ça, c'est beaucoup de canaux, beaucoup de supports qui complexifient en fait la gestion des enchères et la gestion des annonces. Si vous rajoutez à ça un autre niveau qui est la multiplication des devices, donc tout ce qui est ordinateur, mobile, tablette, ça devient très très compliqué de gérer les campagnes manuellement. Et je rajouterai à ça aussi les données très importantes. Maintenant, on a des campagnes avec énormément de mots-clés. On a des sites qui sont reliés à des bases de données où il y a des milliers, voire des millions de produits. Donc tout ça, ça devient très complexe et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui d'avoir une part d'automatisation dans la gestion de ces campagnes. Pas forcément 100%, mais il est très important d'en intégrer si vous voulez être efficace dans la gestion de vos campagnes. Alors, on va donner des exemples. Donc, Google considère surtout ce qui est les enchères intelligentes et tout ce qui est les annonces dynamiques, donc tout ce qui est Responsive Search Ads, DSA. Mais on pourrait aussi intégrer dans l'automatisation tout ce qui est Google Ads Script ou tout ce qui est les recommandations que vous avez dans Google. À la limite, même le système de classement des annonces, c'est un système qui est complètement automatisé vu qu'il prend en compte le quality score et l'enchère. Mais bon, on va juste se concentrer sur ces deux-là, sur les enchères intelligentes et les annonces. Donc là, vous avez un exemple d'enchère intelligente au target CPA. Donc c'est très simple, hein. Au lieu d'entrer des enchères pour chacun de vos mots-clés, là, vous allez définir une stratégie qui va être au niveau de la campagne ou même au niveau du compte, où vous allez rentrer un target CPA qui va être, là, on a un exemple à 14 €. Et vous allez dire, en fait, au système, moi, pour chacune de mes conversions, je veux dépenser en moyenne 14 €. Et après, c'est le système qui, à partir de cet objectif-là, va attribuer à chaque mot-clé des enchères spécifiques pour chaque requête. Donc ça, c'est important, ça se fait en temps réel et c'est sur chaque requête.
Euh, alors, au niveau du target CPA, moi, je vous conseille tout le temps de mettre une limite. Et ça, je vous le dis par expérience. Vous avez des secteurs où vous avez des enchères qui peuvent monter très haut. Et si vous ne mettez pas une limite à Google, vous allez monter très haut. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, dans le secteur de la plomberie, où j'avais juste mis un target CPA, pardon, et où je mettais, voilà, où facilement, à la fin, vous pouvez enchérir 40 ou 50 euros par clic. Évidemment, vous n'avez pas envie, excusez-moi, vous n'avez pas envie d'enchérir à ce niveau-là. Donc, mettez toujours une limite d'enchère. L'enchère minimale, c'est pas forcément important, mais la limite maximale, c'est très important. Voilà. Après, au niveau des créations intelligentes, donc là, on est sur un exemple d'annonce responsive. Donc, l'annonce responsive, c'est un type d'annonce que vous pouvez intégrer dans toutes vos campagnes search. Donc, l'idée, c'est que là, vous avez droit à 15 titres et vous avez droit à 4 descriptions. Et ce qui va se passer, c'est que le système va en fait trouver la meilleure association possible entre ce qui est titre et ce qui est description. Donc, vous avez quand même un petit peu de contrôle. Hein. Vous pouvez, par exemple, vous voyez que là, au niveau des titres, moi, j'ai mis un certain ordre. Donc, vous pouvez quand même restreindre le système en disant, moi, je veux tel titre en première position ou tel titre en deuxième position, etc. Donc, vous avez quand même un certain contrôle. Au niveau des descriptions, moi, je vous conseillerais vraiment d'avoir des descriptions qui soient indépendantes les unes des autres. Pourquoi? Parce que parfois, vous n'avez pas toujours deux descriptions qui apparaissent, donc position 1, position 2. Mais vous allez avoir juste une description qui va apparaître. Donc là, c'est assez important de laisser le système en fait assez libre pour pouvoir faire les permutations qui lui semblent nécessaires et puis pour avoir la meilleure annonce possible. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc après, vous pouvez voir dans votre compte toutes les statistiques au niveau des différentes combinaisons d'annonces. Donc, vous voyez, vous avez des exemples où c'est surtout sur le mobile d'ailleurs, où vous avez une seule description. Aussi, si vous n'êtes pas en première position, il est très probable que Google ne vous montre qu'une seule description. C'est vraiment la prime à l'annonce en première position, c'est que vous allez avoir tout, quoi. Vous allez avoir vos deux descriptions, vous allez avoir vos site links, vous allez avoir l'extension téléphone. Donc, si vous n'êtes pas en première position, il faut se contenter d'avoir deux titres et puis une seule description. Et ça, en fait, toutes ces combinaisons, vous avez accès directement dans Google Ads et vous pouvez repérer les statistiques pour chacune d'entre elles. En fait, le degré d'impression qu'elle recueille. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des questions déjà auxquelles je pourrais répondre? Non? Ok. Écoute, a priori, pas de questions pour le moment. Pas de questions? Ok, je continue. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez m'arrêter parce que, bon, je pense à un public qui connaît déjà un peu la gestion de Google Ads. S'il y a des choses qui vous semblent pas claires, vous avez besoin d'éclaircissement, je peux passer un peu plus de temps dessus. En fait, je prends en compte le fait que vous avez déjà géré des campagnes Google Ads et que vous connaissez déjà les rudiments de la gestion de campagnes Google Ads. Alors, je voudrais revenir sur l'historique de l'automatisation dans Google Ads parce que je pense que c'est important de comprendre comment c'est né. Avant de parler en gros de toutes les fonctionnalités, les dates des grandes fonctionnalités d'automatisation. Bon, après ça, je pense que je prendrai vos questions parce que peut-être que vous aurez des questions précises. Alors, on est en 2003-2004. Moi, je rentre chez Google à cette époque-là. C'est une époque qui est un petit peu charnière, je pense. En 2001, vous avez eu les attentats du 11 septembre.
aux États-Unis avec un éclatement de la première bulle Internet. Donc, si vous étiez là, bon, à cette époque-là, enfin, si vous travaillez à cette époque-là dans l'Internet, je pense que c'était une époque assez folle où il y avait pas mal de projets assez fous les uns des autres, assez, bon, pas toujours sérieux parfois, on va dire, avec des business models qui étaient parfois plus ou moins sérieux. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu. Donc, dans le terme de la recherche, bon, peut-être, je ne sais pas si vous avez entendu parler de LookSmart ou de sociétés comme Lycos. Avant Google, vous aviez AltaVista. Bon, là, clairement, c'est vraiment des questions de technologiques, c'est-à-dire que quand on est passé de AltaVista à Google, on ne revient plus sur AltaVista. Donc là, vous avez des sociétés qui vont disparaître et à l'opposé, vous en avez d'autres qui vont bien tenir. Donc, c'est le cas de Google, dont les recherches explosent vraiment depuis cette période-là. Vous avez Amazon aussi aux États-Unis, bien sûr. Vous avez eBay, qui est très fort aussi, qui est d'ailleurs l'un des plus gros clients de Google à cette époque-là. Donc voilà, vous avez des nouveaux entrants. Il y a d'autres facteurs. Donc, il y a les technologies qui évoluent aussi. Donc, c'est le début du e-commerce avec les sites en fait passent de sites statiques vers des sites dynamiques où ils proposent un large inventaire de produits. Si on pense aussi à le taux de connexion à la DSL. Je veux dire, en 2002, on est à 250 000 lignes ADSL, alors qu'en 2005, on est à 3 millions. Donc voilà, ça explose. Les requêtes sur Google explosent. Donc il y a vraiment la volonté de la part des sociétés d'être très actifs sur Google. Donc, le search ne suffit plus. Il faut aussi avoir un positionnement garanti dans les résultats de recherche, dont Google Ads. Donc, il faut aussi bien insister sur le fait que Google Ads n'est pas le seul acteur à l'époque. Vous avez un autre acteur qui s'appelle Overture, qui est un système d'ailleurs de ranking qui est beaucoup plus simplifié, où il suffit de mettre une enchère et on voit directement quel est son positionnement dans les résultats du moteur de recherche. Donc, à l'époque, je pense que c'est Yahoo qui utilise ce système. Voilà, donc beaucoup de recherches à l'époque. Et donc, il y a du côté de Google, ce qui paraît assez surprenant, c'est qu'il n'y a rien à l'époque qui est prévu en termes d'automatisation. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui se font manuellement. Et quand je vous dis manuellement, c'est qu'il n'y a pas... donc, évidemment, il n'y a pas d'enchère intelligente. Il n'y a pas de Google Ads Editor. Donc, la mise en ligne des campagnes se fait par... enfin, là, je parle pour des grosses campagnes. Hein. La mise en ligne des campagnes se fait par des bulk sheets, donc par des feuilles Excel qui peuvent parfois avoir 10 000, 50 000 lignes. Donc, c'est assez rudimentaire. Moi, je travaille dans l'équipe des optimizers. Donc, en gros, on passe toute sa journée sur Excel à ajouter des mots-clés, à attribuer des enchères pour chaque mot-clé, à rajouter des textes d'annonce. Et tout ça se fait sur Excel. On travaille avec des account managers qui mettent en ligne les campagnes et qui parfois doivent s'y prendre à 2 ou 3 fois avant que la mise en ligne se fasse de façon correcte. Donc voilà, il y a rien en termes d'automatisation qui est prévu. Et évidemment, il va y avoir, comme Google récupère à cette époque-là des très gros annonceurs. Donc, je vous parlais d'eBay, c'est également le lancement de Mythic. Donc, je vous ai dit aussi, tous les gros acteurs du travel vont aussi lancer leur campagne, même ceux qui n'étaient pas présents sur Internet. Donc, c'est par exemple le cas de Look Voyage, Nouvelles Frontières. Après, vous avez les grands retailers comme Darty, qui vraiment se dotent de plateformes de e-commerce très performantes.
Donc, tous ces acteurs-là, ils vont vraiment avoir besoin à un moment donné d'automatisation. Et les solutions, apportées vont venir de l'extérieur de Google. Et ce qui est intéressant, c'est que en France, on n'est pas en retard par rapport à ça. Vous avez une société qui s'appelle eSearch Vision, qui existe toujours d'ailleurs, mais ils ont un peu changé de direction. Ils font plus que du bid management. Vous avez une société comme eSearch Vision qui va lancer sa solution et qui va récupérer pas mal de gros comptes qui vont faire des tests avec eux. Aux États-Unis, vous avez un acteur historique qui s'appelle eFrontier, qui va un peu plus tard être intégré à Adobe. Bon, ils vont changer de nom, ils vont changer plusieurs fois de nom après, mais en fait, c'est toujours la même solution. Au UK, vous avez une autre boîte qui s'appelle The Searchworks. Voilà, donc c'est des solutions externes qui vont se développer encore plus une fois que l'API Google Ads va être ouverte. Donc là, on est en 2005. Et je tiens à vous dire qu'il va y avoir pas mal d'intérêt de la part des ingénieurs de Google qui vont regarder toutes ces solutions avec beaucoup de curiosité, surtout que, par exemple, en France, eSearch Vision récupère des tests sur des très, très gros comptes. Je pense que à peu près tous les grands retailers sont passés par leur solution dans cette période de 2004, 2005, 2006. Voilà, donc c'est les premiers intérêts de Google par rapport à l'automatisation, on va dire. Donc, pas qu'en France, hein. Évidemment, aux États-Unis, ça suscite l'intérêt aussi. Il y aura des rencontres avec les ingénieurs pour que Google puisse après éventuellement développer une solution en interne. Alors, en 2005, j'ai voulu le noter parce que c'est assez important. Vous avez l'introduction du quality score, donc du niveau de qualité. Il faut savoir qu'avant ça, c'était un système très basique où le positionnement des annonces était calculé en fonction du CTR et du CPC. Donc, quand on connaissait son CTR et son CPC, on pouvait voir exactement comment on était positionné. Le Quality Score va être intégré en 2005. Donc, Quality Score, vous savez ce que c'est un peu un système de black box, finalement, où il y a une multitude de critères qui sont pris en compte. Donc, ça, c'est 2005. Donc, j'en parle parce que c'est quand même un facteur, le Quality Score, c'est quand même un facteur important au niveau du smart bidding, donc des enchères intelligentes. En 2008, alors là, on est vraiment dans les balbutiements des enchères automatiques. Donc, vous avez Conversion Optimizer qui sort en 2008. Alors là, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de système où vous allez entrer un CPA cible et le système va essayer de s'aligner au niveau des enchères. Donc, un peu ce qu'on a actuellement avec le smart bidding, mais beaucoup plus rudimentaire. Déjà, vous avez besoin d'un volume de conversion qui est très important. Au départ, le minimum requis, je crois que c'est 500 conversions dans un mois. Ça va être réduit après à 300 conversions. Donc là, on est vraiment dans du rudimentaire et ça marche ou ça marche pas, quoi. Moi, je me souviens l'avoir testé et ça marchait beaucoup moins bien que le CPC manuel. Après, en 2010, vous avez le CPC optimisé, donc Enhanced CPC. Donc là, je pense qu'on est dans un système qui est déjà beaucoup mieux, où Google va, à partir du moment où vous avez intégré Conversion Tracking, donc le suivi de conversion, Google va être en mesure d'ajuster automatiquement les enchères par rapport justement à ces objectifs de conversion, tout en restant en CPC manuel. C'est-à-dire que vous allez payer 20% de plus ou 20% de moins que votre CPC fixe en fonction de cet objectif de conversion. Par rapport aux conversions que vous suivez, même si vous n'avez pas d'objectif, il va être en mesure de voir que si on enchérit plus ou moins, on va être en mesure de récupérer plus de conversions.
Donc ça marche toujours, hein. Le Enhanced CPC, c'est toujours en place. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que vous devez utiliser si vous faites du CPC manuel. Moi, je vous conseillerais vraiment de commencer directement avec CPC optimisé. 2011, donc là, on rentre vraiment dans l'automatisation. Donc, vous avez les annonces dynamiques, ce qu'on appelle les DSC. Et là, vous avez un système de campagne qui est complètement automatisé. C'est-à-dire qu'une campagne d'ISC, en gros, ça vous prend 10 minutes à installer, hein. C'est-à-dire que vous entrez votre site, vous entrez voilà, 2-3 descriptions, et Google va en fait chercher les pages qui sont indexées de votre site. Alors, vous pouvez également avoir plus de contrôle au niveau des pages. Vous pouvez uploader un feed, mais en gros, vous avez juste à dire moi, je suis OK pour avoir comme landing page toutes les pages qui sont indexées de mon site. Et vous allez évidemment mettre des enchères automatiques, et votre campagne, elle est prête en 10 minutes. On va voir ça dans la business case. Je vais vous montrer certains réglages des campagnes d'ISC. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très automatisé et qui finalement fonctionne pas mal. Smart bidding, donc là, on est vraiment dans ce qui est, je pense, pour moi, la fin de toutes les solutions tierces. C'est-à-dire que je vous ai expliqué que avant, il y avait l'automatisation, elle venait de sociétés externes, donc de ce qu'on appelle les third parties. Donc en 2016, il y en a beaucoup qui se sont créés. Donc je vous ai parlé de Efficient Frontier qui a été intégré à Adobe. Je vous ai parlé d'E-Search Vision. Bon, après, vous avez sûrement entendu parler de Marine Software, de Kensho. Donc, elles sont nombreuses à avoir pallié un peu à cette faiblesse de Google en termes d'automatisation des enchères. Mais le jour où Google lance Smart Bidding intégré à Google Ads, pour moi, et c'est un jugement qui est évidemment très personnel, je pense que il n'y a plus vraiment besoin d'avoir recours à des sociétés tierces pour gérer ces enchères. C'est-à-dire que les enchères automatisées intégrées à Google fonctionnent très bien. Et il y a à mon sens plus vraiment de besoin de passer par une société tierce si c'est juste la gestion des enchères. Voilà, ça c'est. Après, évidemment, on peut voir que toutes ces sociétés maintenant ont évolué vers des solutions de tracking multiplateformes, multicanaux. Donc, elles font pas que du bid management. Donc là, ça a peut-être de l'intérêt, mais si c'est juste de la gestion d'enchères, c'est plus forcément pertinent. Après, en 2018, on a les annonces responsive. Donc là, c'est ce que je vous ai montré. C'est ces annonces en fait dynamiques où vous pouvez donner plusieurs titres, plusieurs descriptions, et Google va trouver la meilleure combinaison pour vous. Je vous conseille d'ailleurs, à chaque fois que vous lancez une campagne, d'avoir des annonces statiques, mais aussi de tester des annonces responsive. Voilà, donc là, je vais peut-être prendre des questions, parce que je pense que j'ai dit beaucoup. S'il y a des choses qu'il faut éclaircir, n'hésitez pas. Non, écoute, toujours pas pour le moment, tout a l'air très clair. Ok, bon, très bien, je continue. Pourquoi l'automatisation? Alors là, on rentre dans le concret. Alors moi, j'aime bien, concret, on commence par une métaphore. J'aime bien cette métaphore du pilotage automatique dans un avion. Alors, pourquoi on doit utiliser l'automatisation? Admettons, vous arrivez dans le cockpit, dans un avion, vous avez un vol pour New York. Vous arrivez, vous rentrez dans la cabine, et là, vous avez la chance de voir le pilote. Et le pilote vous dit, quand vous voyez tous les tableaux, c'est assez impressionnant. Et le pilote vous dit, ouais, vous inquiétez pas,
moi, j'utilise aucun outil, je fais tout manuellement. J'ai aucune confiance dans ces outils-là. Moi, je vous amène voilà, à New York complètement avec la manette et sans aucun outil d'automatisation. Je pense que, bon, moi personnellement, je regarderai quand même le pilote pour savoir voilà, s'il est sain d'esprit et si je peux vraiment me fier à lui. J'aurai quand même un peu d'appréhension. D'un autre côté, s'il me regarde et qu'il me dit, vous savez, moi, aujourd'hui, tout est automatisé. J'ai juste à rentrer 2-3 paramètres avant le vol et après, je quitte l'avion et l'avion vous amène tout seul à New York. Je pense que là, je quitterai l'avion et je pense que beaucoup de personnes seraient effrayées. Et c'est un peu la vision qu'on doit avoir par rapport à l'automatisation dans Google. C'est-à-dire que avoir des campagnes complètement automatisées, ça veut rien dire. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un derrière qui gère et qui vérifie que tout se passe bien. Voilà. Mais avoir un système manuel, c'est pas non plus l'idéal. Je pense qu'on prend des risques aussi si on n'est qu'en système manuel. D'ailleurs, cette métaphore du pilotage automatique, enfin de l'avion, elle est assez parlante parce que quand on gère des campagnes Google Ads, ça se passe exactement comme ça. Si vous voulez, au départ, il y a toute une phase, toute la phase d'audit de campagne où on passe en revue l'intégralité du compte. Donc, on a sa checklist, exactement comme le pilote. On vérifie voilà, la liste de mots-clés, on vérifie les annonces, on vérifie la structure du compte, les mots-clés négatifs, etc. Donc, on passe en revue chaque paramètre un par un. Après, vous avez la phase de lancement de campagne qui pourrait être comparée à la phase de décollage où c'est finalement, c'est assez délicat. Vous devez vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas des erreurs au niveau des landing pages, que vous n'avez pas des mots-clés qui vont prendre tout le trafic et qui ne seraient pas forcément pertinents. Voilà, donc vous devez vérifier beaucoup de choses. C'est la phase assez critique, le lancement de campagne, parce que vous commencez à dépenser de l'argent, donc vous voulez être sûr que cet argent est bien dépensé. Mais après, une fois que vous êtes voilà, que tout est paramétré et que vous avez atteint votre altitude de croisière, vous pouvez vous relaxer et vous pouvez voilà, vous pouvez faire autre chose finalement, et tant mieux parce que on n'a pas vocation quand on fait du Google Ads à revenir tous les jours et à vérifier tous les jours les enchères ou voilà, vérifier si le budget est bien utilisé. Donc tant mieux si c'est comme ça, mais on doit quand même avoir un œil attentif et vous le voyez bien là au niveau des pilotes. Ils prennent du bon temps voilà, ils profitent d'un repas, mais ils ont quand même les yeux qui sont pas loin des tableaux de bord. Voilà, donc pareil pour la gestion de vos campagnes. Alors, les avantages de l'automatisation. Donc, on va les passer un par un. Moi, le plus gros avantage que je vois, c'est la simplification des tâches. Donc, vous avez moins de tâches fastidieuses. Vous concentrez plus sur les objectifs de campagne. Donc, quand je dis moins de tâches fastidieuses, je vous l'ai dit, vous n'avez pas à vous connecter sur le compte et vérifier tous les jours vos enchères, changer vos enchères pour en fait tenir les objectifs de vos campagnes ou les objectifs de votre client. Le deuxième avantage, c'est vous pouvez lancer des campagnes très rapidement. Parfois, vous avez un client ou vous avez voilà, votre boss qui vous demande de lancer une campagne très rapidement par rapport à un nouveau produit. Une campagne d'ISC, vous pouvez la lancer en 10 minutes. Et ça, on va voir les paramètres. C'est vraiment très facile. Après, au niveau des résultats, moi, je pense que vous pouvez avoir des résultats bien meilleurs que des enchères, que si vous utilisez des enchères manuelles ou si vous utilisez des annonces statiques. Pourquoi? Parce que quand on gère les enchères manuellement, c'est très compliqué en fait
de réduire ou d'augmenter un CPC parce que vous ne savez jamais quel est le niveau idéal. Est-ce que c'est mieux d'augmenter de 5%, de 10%, de 20%, de 30%? Vous n'êtes jamais sûr. Et il vaut mieux qu'il y ait une intelligence artificielle qui soit derrière pour gérer tout ça. Après, vous avez des gens qui sont très organisés, qui ont leur tableau Excel et qui peuvent vous dire exactement, voilà, moi je sais exactement combien je dois réduire mes enchères. Mais en règle générale, moi je préfère laisser la machine décider du niveau exact d'enchères que je dois mettre sur chaque mot-clé. Vous avez la meilleure performance possible pour un budget donné. Donc là, voilà, c'est pour moi évident. À partir du moment où vous avez beaucoup de conversions, Google va essayer de récupérer le maximum de conversions pour ce budget que vous avez. Et là, je vous conseillerais toujours de travailler avec des budgets qui ne sont pas capés. C'est-à-dire que voilà, si vous pouvez dépenser uniquement 100 €, mais qu'en fait, le système vous dit que vous pouvez dépenser beaucoup plus, essayez de jouer sur le target CPA, sur le CPA cible, plutôt que de limiter votre budget. Parce que le problème, c'est que si vous limitez votre budget, votre annonce ne va pas être montrée tout le temps. Donc, c'est mieux de baisser en fait le CPA pour essayer d'avoir un maximum de conversion possible par rapport à un budget qui est fixe. Parce que quand vous limitez votre budget et que Google vous dit que vous êtes limité par le budget, voilà, vous bridez en fait. Et ce n'est pas forcément la meilleure façon de gérer ces campagnes. Une autre chose qui est vraiment auquel on ne pense pas forcément, c'est beaucoup plus sécure d'utiliser une automatisation au niveau des enchères. Et ça, je peux vous donner un exemple concret. C'est-à-dire que quand vous rentrez une nouvelle enchère, vous pouvez faire des erreurs. Moi, je me souviens d'une erreur qui avait été faite par mon manager. Heureusement, ce n'était pas moi. Mais il avait voulu entrer une enchère de 5 € au niveau du mot-clé et finalement, il avait confondu virgule et point et il avait entré 50 €. Et à l'époque, il n'y avait pas d'alerte. Alors aujourd'hui, c'est plus possible parce que vous avez des alertes au niveau de Google Ads qui vous dit attention, êtes-vous vraiment sûr d'entrer 50 € au niveau de votre enchère? Mais là, il n'y avait pas ce système d'alerte et donc il a réellement rentré 50 €. Et on s'est rendu compte le lendemain que voilà, on avait surdépensé d'environ 6 000 € pour cette campagne. Voilà, donc ça peut arriver, mais ça n'arrivera pas si vous faites du CPA, du target CPA. Et d'où l'importance, encore une fois, de vraiment, même quand vous rentrez une stratégie d'enchère, de mettre un plafond, de dire je suis prêt à mettre 14 € par conversion, mais je veux jamais que le système enchérisse au-delà de 5 € ou 6 €. C'est toujours important d'avoir cette sécurité-là, même au niveau du target CPA. Voilà. Alors, les prérequis. Évidemment, on ne peut pas faire des enchères intelligentes, donc target CPA ou ROAS, comme on veut. Il faut vraiment avoir un volume de conversion qui soit conséquent. Alors, quand je dis conversion, vous pouvez traquer plusieurs choses. Vous pouvez traquer des appels, donc les appels depuis les annonces, ou vous pouvez traquer des appels depuis votre site, si vous faites par exemple un click event sur votre numéro de téléphone. Vous pouvez utiliser donc le suivi de conversion qui est intégré à Google Ads. Vous pouvez intégrer n'importe quel type d'objectif depuis Google Analytics. Et il y a autre chose auquel on ne pense pas forcément. Vous pouvez intégrer des conversions offline. Donc, par le biais d'un Google Sheet, vous intégrez des conversions que vous allez lier à vos campagnes via le GCLID, donc qui est l'identifiant de chaque clic. Et donc ça peut être fait. Ça peut être fait manuellement, ça peut être automatisé également, mais ça peut être une bonne solution si jamais la plupart de vos conversions ne se font pas en ligne.
Et donc ça marche aussi en termes pour le target CPA. Hein. Vous pouvez intégrer ces conversions offline. Vous devez avoir une certaine stabilité des données. Donc, c'est ce que j'ai dit. Commencez avec un CPA, un CPC manuel, donc Enhanced CPC, CPC optimisé. Et une fois que vous avez un volume de conversion qui est conséquent, vous pouvez mettre en place donc les enchères automatiques. Donc, comme je l'ai dit, minimum une conversion par jour, donc à peu près 30 conversions par mois. Alors, si vous êtes en dessous, c'est pas forcément grave. Si vous êtes à 20 conversions par mois, c'est pas forcément grave, mais c'est juste que le système va prendre plus de temps pour apprendre et puis pour trouver le bon niveau d'enchère. Ça peut marcher, mais c'est juste que ça va prendre plus de temps. Après, si vous avez que 5 conversions par mois, là, c'est pas la peine d'utiliser le CPC manuel. Une chose aussi que je vois quand j'audite des comptes, c'est qu'il y a des tentatives de tester l'automatisation, enfin, tout ce qui est automatique. Mais les gens tirent des conclusions trop vite. En fait, il faut vraiment du temps avant de pouvoir tirer certaines conclusions. Et moi, je dis que vous devrez laisser vos campagnes tourner au moins 4-5 semaines avant de pouvoir tirer des enseignements. Ça, c'est important. Et le dernier point, c'est vous devez continuer à optimiser. Voilà, ça, je l'ai dit, c'est comme pour le pilotage automatique. C'est pas parce que vous avez un système automatique qui est en place que vous devez rien faire. Donc, vous devez continuer à optimiser vos campagnes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à regarder les requêtes qui sont tapées par l'internaute, donc ajouter des mots-clés négatifs, rajouter des titres, changer vos descriptions, ajustez-les. Voilà, donc il y a tout le travail d'optimisation qui doit être continué. Vous devez continuer à le faire. Et en fait, ça va aider les enchères intelligentes. Donc, vous allez aider le système en fait à bien enchérir. Tout ce que vous faites manuellement va en fait aider le système. Exactement comme quand vous pilotez un avion. Des questions? Est-ce qu'il y en a? Pas de questions? Non, a priori, pas de questions. N'hésitez pas si jamais vous en avez là maintenant. Ouais. On reprendra sûrement des dernières à la fin. Il nous reste un quart d'heure. Ah, alors attends, on a peut-être une question de Gary. Ben, Gary, n'hésite pas à nous dire si tu as une question. Alors, question de Gary, qu'est-ce que vous entendez par CPC? Est-ce que c'est conversion sur site marchand ou clic simple? CPC, c'est le coût par clic. Je parle de CPC coût par clic. Donc, vous avez le CPC manuel qui est voilà, le coût par clic que vous payez pour chaque clic. Et vous pouvez, on peut activer, quand on fait du CPC manuel, on peut activer le CPC optimisé. C'est-à-dire que le CPC optimisé, vous laissez la possibilité à Google d'enchérir 20% de plus ou de moins en fonction voilà, d'un objectif de conversion. C'est-à-dire que si Google a repéré que voilà, pour tel mot-clé, c'était important d'enchérir un peu plus haut que votre CPC manuel, il va se donner la liberté de le faire parce que vous avez activé CPC optimisé. Mais CPC, c'est coup par clic. Hein. Ok, mais donc là, on entend plutôt clic simple, je pense vraiment Clic un simple. clic. Oui, Tu vois. Ok. alors, CPC, c'est coût par clic et CPA, c'est cost per acquisition. Donc là, c'est un coût par conversion. Ce qui veut dire évidemment qu'on doit traquer les conversions.
Ok, super. Bah, ça rejoint la question d'Antoine qui demandait comment définir la valeur de son CPA de sa conversion. Alors, ouais, ça, c'est un bon point. Je vais revenir par rapport à voilà, par rapport à ce slide. Ça, c'est un bon point. Euh, c'est en fait la conversion, c'est tout ce qui a vraiment de l'importance pour votre business. Il y a beaucoup y compris chez Google d'ailleurs, ils vous disent ouais, si vous n'avez pas assez de conversion, pourquoi vous mesurez pas le nombre de pages ou vous mesurez pas les gens qui entrent dans l'entonnoir de conversion, etc. Peut-être oui, là vous allez traquer de conversion, mais quelle est l'importance de ces données par rapport à votre business? Moi, je pense que les conversions, ça doit être des données qui ont vraiment de l'importance pour votre business. Donc, si vous êtes un plombier, par exemple, les appels, donc quelqu'un qui va cliquer sur votre numéro de téléphone sur le site ou depuis l'annonce, c'est quelque chose qui a de l'importance. Donc ça peut être mesuré comme une conversion. Le remplissage d'un formulaire, c'est une conversion qui a de la valeur parce que bah, la plupart des gens qui remplissent un formulaire, ils sont intéressés par vos services. Les objectifs dans Google Analytics, donc là, ça va être pareil, ça va être une vente. Donc ça a de l'importance. Tout ce qui est données offline que vous allez récupérer de votre voilà, de votre système, ça peut aussi avoir de l'importance. Donc, c'est une conversion, c'est quelque chose qui est meaningful pour votre business. Top. Il y a une question de Fabien. Quand les annonces dynamiques obtiennent un moins bon CTR, quelles statistiques faut-il supprimer? Je pense que c'est ça la question. Est-ce que ça te Ouais. parle, Alors, Amaury? ouais. Donc, le CTR, ben, moi, je pense que déjà, le CTR, c'est une donnée qui est vraiment relative. Donc, déjà, quand on parle de CTR, il faut regarder sur quel volume. Donc, c'est toujours important de regarder le volume de données que vous avez. C'est important de regarder aussi sur le temps. Comme je vous ai dit, l'automatisation, ça fonctionne vraiment sur de l'historique. Donc, il faut regarder le temps. Si vous regardez juste vos stats, votre CTR sur le jour même, ça n'a aucun intérêt. Donc, analysez ça. Après, comme j'ai dit, le CTR, c'est une donnée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un mauvais CTR, mais un très bon taux de conversion derrière. Alors, évidemment, le CTR, c'est important parce que c'est très important pour le quality score. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte, mais c'est pas la seule chose. Et puis, dernièrement, bon, bah, qu'est-ce que je peux dire à la fin? C'est que ouais, laissez le système du temps et essayez vous-même d'optimiser vos annonces afin d'avoir le meilleur CTR possible. Par expérience, les annonces dynamiques ont un très bon CTR, parfois un meilleur que les annonces statiques. Pourquoi? Parce que le système, justement, teste différentes combinaisons et à la fin, il trouve la combinaison gagnante. Mais vraiment, faut donner du temps au système. Ce serait mon conseil. Ouais. Ok, très clair. Et il y a une autre question de Gary. Quand vous dites un clic par jour minimum, est-ce que ce serait plutôt pour une activité de freelance, car ça semble peu pour une société? Non, je dis pas un clic par jour, je dis conversion. Hein. C'est une conversion par jour. On ne parle pas de clic. D'accord. Donc, faut bien faire la différence entre les clics. Les clics depuis les annonces, un clic, c'est pas une conversion. Un clic, ça ramène, en fait, c'est une action de l'annonce qui vous amène sur le site web ou vers un appel, parce qu'il y a aussi des click to call depuis les annonces. Mais moi, je parle en termes de conversion, l'optimisation en fonction du nombre de conversions. Donc là, ça veut dire que vous avez intégré un tracking derrière avec Google Analytics ou avec l'outil de suivi de conversion et que vous traquez les conversions dans votre campagne. Vous pouvez faire de l'automatisation sans traquer les conversions. Si vous utilisez par exemple la stratégie Impression Share, mais bon, c'est pas l'optimum, je pense. Enfin, surtout si vous êtes dans une logique de ROI, il vaut mieux vraiment traquer les conversions. Donc, minimum une conversion par jour, c'est-à-dire 30 conversions par mois. Ok.
D'ailleurs, a priori, pour le CPA, j'ai Sébastien qui me dit que, a priori, la question était davantage de définir la valeur, le prix du CPA cible dans le cadre d'une automatisation. Eh bien, le, je pense que chaque business doit se poser la question quelle est la valeur pour moi d'une conversion. Et ça, après, donc si vous êtes dans du B2B, si vous devez, si vous avez un lead et que ça vous coûte 60 euros, et qu'après vous avez 10% de conversion de lead vers client, ben, votre CPO, il est à 600 euros. Est-ce que 600 euros, est-ce que c'est convenable? En fait, votre CPA, il doit être adapté par rapport à ça. Il doit être adapté par rapport à ce que vaut un lead et après votre taux de conversion de lead à client. Voilà, donc CPA à 60 euros, un taux de conversion de 10% de lead à client, vous avez un CPO qui est à 600 euros. Après, le CPA, c'est pas forcément la stratégie adaptée, surtout pour les e-commerçants. Moi, je pense que les e-commerçants, ils doivent plutôt fonctionner avec une logique de ROAS, où là, ils vont fonctionner en fonction d'une certaine marge, c'est-à-dire pour 1 euro investi sur Google Ads, je gagne X% en termes de revenus. Pour tout ce qui est shopping, il vaut mieux faire une stratégie ROS. De mon côté, je n'ai pas tant d'expérience là-dedans, mais bon, d'après ce que je vois, c'est vraiment la stratégie à utiliser. Ok, super. Je sais pas si tu vois les questions, Amaury, on peut peut-être continuer comme ça, on peut terminer Ouais, sur ce qui était exact. prévu et puis on prendra les autres Ouais. juste après. Bon, là, de toute façon, on a bientôt terminé. Je vais juste vous parler de la business case parce que là, vous m'avez entendu parler des bénéfices de l'automatisation, mais ce qui est important, c'est aussi de voir par rapport à un cas client. Donc là, c'est un cas réel hein, d'un de mes clients où on va mettre en comparaison une campagne d'ISC par rapport à une campagne semi-automatique par mots-clés. Donc là, au niveau des settings, je vous montre les settings de mon propre site. C'est pas les settings, c'est pas les réglages du client. Je pouvais pas vous donner le nom du client, c'est pour ça que j'ai pris des screenshots de mon site. Mais c'est juste pour comprendre quels sont les réglages en fait d'une campagne d'ISC. Donc dans une campagne d'ISC, vous allez définir voilà le site que vous voulez cibler. Vous allez définir la langue. Donc là, c'est pour une campagne en allemand. Donc moi, je suis basé en Allemagne, donc je cible ce marché. Et là, vous avez donc la source que vous devez cibler. Et je pense que le plus simple, si vous démarrez avec une campagne d'ISC, c'est justement de dire bon bah moi je veux toutes les pages de mon site qui sont indexées dans Google. Donc là, vous avez juste ça. D'ailleurs, c'est des screenshots qui sont pris de Google Ads Editor. Je pense qu'ils étaient c'était beaucoup plus clair dans Google Ads Editor que dans l'interface. Voilà, donc là, c'est très simple. Au niveau du settings, vous dites, moi, je veux toutes les pages de mon site qui sont indexées dans Google. Après, vous pouvez en exclure certaines. Hein. Après, vous allez, donc ça, c'est le réglage au niveau du groupe d'annonces. Alors, au niveau du groupe d'annonces, c'est là où vous allez thématiser. Et parmi toutes les pages de mon site qui sont indexées dans Google, vous allez pouvoir mettre certaines conditions. Donc là, une des conditions, moi, je veux que ça soit les pages de mon site qui sont en allemand. Donc c'est pour ça que j'ai dit, voilà, je veux que ça soit toutes les pages /.de qui soient utilisées pour les annonces. Après, on peut additionner les conditions, mais en fait, vous comprenez le système. Vous pouvez affiner. Donc là, c'est l'équivalent des mots-clés négatifs, où là, vous allez dire, bah, OK, c'est toutes les pages /DE de mon site, mais je ne voudrais pas avoir mes conditions de vente. Je ne voudrais pas que ces pages-là soient indexées, donc je vais exclure ma page des conditions de vente parce que je n'ai pas envie que Google indexe cette page pour mes annonces. Ça n'a aucun intérêt.
Voilà. Et après, donc là, c'est la seule partie qui est un peu manuelle. Donc les textes d'annonce, les titres, l'URL de destination et l'URL visible vont être prises automatiquement par Google comme des snippets en fait, en fonction de ce qui est indexé, les pages indexées qu'il aura choisies. Et après, vous pouvez ajouter un texte d'annonce. Donc là, vraiment, là, vous n'avez pas le choix. Il faut vraiment l'ajouter. Où vous allez rentrer la description de votre site. Donc effectivement, vous pouvez thématiser et créer plusieurs groupes d'annonces en mettant tous ces filtres. Et vous pouvez créer une annonce pour chaque page si vous voulez. Mais bon, l'intérêt, c'est aussi de laisser le système assez libre et d'avoir peut-être un texte d'annonce qui soit plus générique et avoir des textes d'annonce qui soient automatisés et qui seront toujours pertinents parce qu'ils seront toujours en relation avec la page de destination. Voilà. Alors, les résultats. Donc là, on est pour les résultats du client réel. Hein. Donc là, c'est plus les résultats de mon site. D'ailleurs, moi, avec mon site, j'aurais pas assez de données pour vous présenter ces résultats. Donc, j'ai pas de, c'est que des données relatives parce que bon, je peux pas vous donner les données exactes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que donc j'ai fait des stats de 3 semaines. Donc, c'est 3 semaines de stats au lancement de la campagne. Donc, après 3 semaines. Après, j'ai pris exactement les mêmes campagnes. J'ai regardé un mois après et encore les mêmes campagnes, les stats 2 mois après. Et juste pour voir l'évolution de campagnes d'ISC par rapport à des campagnes mots-clés, donc semi-automatisées. Donc vous voyez, et ça c'était pour en revenir à la première question, au départ le CTR il n'est pas bon. Hein. On démarre avec des CTR à 8%. Par rapport aux campagnes keyword, on est à 13%, 13,5%. Donc, tant que Google n'a pas assez d'historique, le CTR n'est pas bon. Mais vous allez voir qu'après 2 mois, le CTR est bien meilleur et il est même meilleur que les campagnes mots-clés. Donc, clairement, une amélioration du CTR. Et qui dit une amélioration du CTR dit amélioration du quality score, donc du facteur qualité. Et donc, une baisse des CPC. Donc, qui dit baisse des CPC dit aussi baisse du coût par conversion. Donc, au départ, le coût par conversion des campagnes d'ISC, il est bien au-dessus des campagnes mots-clés. On est à 12 €. Et vous voyez qu'après un certain laps de temps, donc après 2 mois, on a un coût par conversion qui est passé en dessous. Qui se rapproche. Donc, qui n'est pas passé en dessous, mais qui se rapproche d'une campagne keyword. Alors, le taux de conversion, donc là, c'est intéressant parce que le taux de conversion s'améliore, mais il ne va pas finalement aller être mieux que les campagnes statiques. Et ça, la raison, elle est assez évidente, c'est-à-dire qu'on est capable de jouer sur les enchères, on est capable de jouer sur les annonces, sur les pages de destination. Mais finalement, une fois que l'internaute est sur le site, Google n'a plus vraiment de levier pour optimiser la conversion. Donc, c'est pour ça que au niveau du taux de conversion, on n'a pas des résultats qui sont aussi évidents que pour le CTR et le coût par conversion, où là, Google peut vraiment avoir la mainmise là-dessus. Voilà, donc ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Ah oui, je veux ajouter aussi par rapport à ça, c'est que les campagnes d'ISC que j'ai, elles sont en parallèle des campagnes mots-clés. C'est-à-dire que j'ai mes campagnes mots-clés où j'ai ciblé tous les mots-clés qui me semblent importants, y compris les noms de la marque. Quoique pour ce client, il n'y a pas de campagne marque. Mais en fait, ces mots-clés génériques peuvent aussi être la marque. Et en parallèle, j'ai mis en place les campagnes d'ISC. Donc, en fait, pour pallier,
éventuellement les manquements, enfin les mots-clés qui ne seraient pas présents dans les campagnes. J'ai mis en place ces campagnes d'ISA justement pour être certain de couvrir toutes les thématiques. Donc ces campagnes, elles arrivent comme un backup en parallèle des campagnes mots-clés. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut voir l'automatisation, c'est que l'automatisation peut être là comme une sorte de sécurité par rapport à vos autres campagnes. Donc, n'hésitez pas à faire tourner des campagnes mots-clés et des campagnes d'ISA en parallèle. Il n'y a aucun risque de cannibalisation entre les deux. Je pense que... Voilà, alors je vais conclure. Je pense que j'ai 5 minutes pour conclure. Tout ce que j'ai dit, on a dit beaucoup de choses. Donc, l'automatisation est née avec le développement du e-commerce et la volonté d'optimiser la gestion d'un large volume de données. Donc ça, on l'a vu, hein, c'est évident. On ne peut plus faire les choses manuellement, donc on a besoin d'intégrer de l'automatisation, soit complètement ou alors en partie. Mais il faut toujours avoir un œil là-dessus, ça c'est évident, et il ne faut pas s'arrêter d'optimiser. Le pilotage automatique, c'est plus de simplification, des meilleurs résultats et plus de sécurité. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Il faut traquer les conversions. Ça, c'est ce que j'ai dit. Il faut au minimum une conversion par jour si vous êtes dans du CPA. Il faut de la stabilité des données et il faut du temps. Encore une fois, je vois beaucoup d'annonceurs qui testent l'automatisation et qui disent après 2 semaines, moi, ça ne marche pas. Moi, je préfère tout faire en manuel, et qui finalement le laissent tomber, alors que pour moi, c'est quelque chose qui est dommage, parce que si on laisse le temps et si on continue d'optimiser, ça marche vraiment. Et donc, la business case, elle a montré que peut-être les limites de l'automatisation, c'est-à-dire que Google est très bon au niveau de gérer les enchères, gérer les textes d'annonce et montrer, trouver les meilleures combinaisons possibles. Mais en ce qui concerne la conversion on-site sur le site, évidemment, Google a moins de pouvoir là-dessus. Et moi, personnellement, j'aimerais bien un jour qu'on voit un système où Google Optimize. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Google Optimize, c'est l'outil de A/B testing de Google. Ça serait super qu'un jour Google Optimize soit intégré aux enchères intelligentes pour qu'on puisse avoir l'ensemble qui soit automatisé, et que non seulement on a les meilleures enchères, les meilleures annonces, mais on a aussi la meilleure page de destination pour driver des conversions. Voilà, et donc je voudrais terminer là-dessus parce que je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc maintenant, je veux bien prendre les questions, si on a un peu de temps, quoi qu'on a passé pas mal de temps. Ouais. Alors, je vais regarder les questions. Pardon, je devais avoir le micro. Ouais, il y en a une moi, justement. En plein écran tout le temps. Ouais. d'ISA, est-ce que c'est toujours plus coûteux que les campagnes statiques? Qu'est-ce qu'on entend par plus coûteux? Plus coûteux, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Coûteux, c'est évidemment vos campagnes, vous allez toujours mettre un budget dedans. Disons que, attention, hein, quand on lance des campagnes d'ISA, il faut quand même optimiser. C'est-à-dire que vous pouvez, comme je vous ai montré, il faut quand même avoir vous pouvez avoir des liens négatifs. Donc, ce n'est pas obligé d'intégrer toutes les pages de votre site. Vous pouvez intégrer juste certains produits, donc certaines parties du site. Vous pouvez aussi intégrer un feed. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire les pages indexées par Google, mais uniquement les pages d'un feed. Donc, vous avez quand même du contrôle. Et si vous appliquez tous les contrôles, vous n'allez pas forcément dépenser plus. Tout va dépendre en fait du degré
d'optimisation et du paramétrage de vos campagnes. Et coûteux, ça veut pas dire grand-chose en fait. On dépense tout le temps. Si c'est très coûteux, mais que vous avez un nombre de conversions qui est 4 fois supérieur à d'autres campagnes, bah à la limite, tant mieux. Oui, je pense que c'était ça le coût par conversion, en fait, comme montré dans le tableau partagé. Ouais, alors le coût par conversion, si jamais vous avez un volume de conversion qui est important euh, et que Google a assez d'historique, et ça, je parle par expérience, Google va toujours s'aligner sur votre target CPA. Et ça, c'est assez impressionnant, hein. Moi, je l'ai vu sur certaines campagnes, c'est-à-dire qu'au centime près, Google est capable de remplir les objectifs en termes de target CPA. Et ça, faites la même chose en gérant vos enchères manuellement. Je vous garantis que c'est difficile de garder cet objectif de target CPA en faisant les choses manuellement. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres questions parmi ceux qui sont toujours là? Antoine nous demandait justement intérêt, avantage, quelles conditions à passer par un spécialiste pour gérer son Google Ads? Je pense que ça dépend sans doute des connaissances de chacun déjà. Quel est l'intérêt de passer par un spécialiste plutôt que quoi que passer par agence? Est-ce que c'est ça la question? Je sais pas. Alors, On va voir Antoine si tu peux préciser. Bah, apparemment, quel qu'il soit, le délégué par un prestataire. Je sais pas si tu vois les questions, Amaury. ouais. Alors, moi là, pour en venir par rapport à la position des freelances, moi je pense que le freelance, il intervient auprès des sociétés en tant que consultant pour tous les domaines. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui va être un unique point de contact et qui va pouvoir intervenir sur différents aspects, que ce soit l'aspect technique, que ce soit l'aspect stratégique aussi, pouvoir donner des conseils, que ce soit l'aspect formation. Donc vous avez un seul interlocuteur. Euh, à l'opposé peut-être d'une agence où une agence, alors vous allez être en contact avec le commercial qui va vous faire votre proposition commerciale. Après, vous allez être en contact peut-être avec un responsable tracking. Après, vous allez être en contact avec des account managers, donc des gestionnaires de compte qui, bon, je ne veux pas trop m'avancer, mais qui souvent en agence peuvent être assez juniors. Donc, c'est ça, quand vous passez par un spécialiste, bon, vous avez peut-être plus de garantie que la personne aura un conseil assez, vous donnera des conseils assez pertinents et surtout, vous avez un seul point de contact. Moi aussi, ce que je mets en avant, c'est que mon but, c'est pas quand je vends mes prestations, c'est pas de récupérer le plus de comptes. Moi, mon but, c'est que le client, je mets en place et qu'après, le client puisse être indépendant par rapport à la gestion de ses campagnes. Parce que justement, avec l'automatisation, il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées. Et après, le client, s'il est bien formé, il peut être indépendant dans la gestion de ses campagnes. Et c'est juste. Ok, super. Écoute, on n'a pas de questions supplémentaires. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques personnes qui étaient parties. Merci à tous vraiment d'avoir participé. Merci à Maurice, c'était très clair. N'hésitez pas justement si jamais vous avez quelques questions à retrouver Amaury pour continuer la discussion. Moi, je vais vous partager hop, le lien vers la présentation. Je vais reprendre celui que tu m'avais Ouais. envoyé, Amaury, ça te va? Oui, très bien. Si je le retrouve dans ma boîte mail, hop, je vais vous demander une seconde. Sinon, je peux le poster sur le chat. Ça y est, je suis dessus. Hop. Dans tous les cas, vous le recevrez aussi par mail juste après le webinar.
Merci à tous. Je sais pas si Amaury, tu voulais dire un dernier mot. Non, ben merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Non, bah écoute, c'était top. Merci encore. Voilà, c'est aussi, c'est grâce à toi qu'on peut continuer nous aussi à proposer ce programme et c'est vraiment top de pouvoir partager ton savoir, ton expertise Ouais, puis, ben sur merci ce à sujet. Max aussi de donner la possibilité de s'exprimer comme ça. C'est vraiment une solution complète où on peut à la fois voilà, donner des services, mais également produire du contenu. Donc c'est plutôt bien. Bon, bah écoute, super. Merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas à nous dire aussi s'il y en a parmi vous qui veulent proposer certains sujets, à vous manifester pour qu'on puisse mettre ça sur pied. Et puis, la plateforme Malte Academy de temps en temps pour voir quels sujets ont été ajoutés au programme. Merci à tous et à très bientôt. Salut Merci. Amaury. Au revoir.